Bien, je dirais qu'une dizaine de minutes pour évoquer les interpénétrations et complémentarités art-science, c'est un peu difficile, puisque finalement, avec ces deux substantifs, on couvre presque la totalité de la culture humaine. Alors je crois néanmoins que bien sûr, il faut le faire. Voilà, il faut le faire, c'est-à-dire plaider pour une convergence, pour un rapprochement, pour une intersection, voire une collusion ou une collision entre les arts et les sciences. Bien sûr, pour le faire, nous serions obligés de mentir un peu, parce qu'il faudrait faire comme si nous savions ce que art et science signifient. Il faudrait faire comme si ces signifiants avaient des signifiés identifiables et en mesure de perdurer, puisqu'on ne parlerait pas alors du passé, mais du futur. On prédiquerait sur l'avenir. Mais enfin, nous n'en serions pas à un petit mensonge près pour la bonne cause, et je crois en effet que tout nous légitimerait dans cette voie. En effet, il est tout à fait incontestable que les arts servent les sciences, à plusieurs niveaux, et d'abord bien sûr en permettant, je crois, la condition de possibilité de l'émergence d'une pensée scientifique créatrice. Il ne me semble pas possible que soit fortuite la contemporanéité de la découverte de la mécanique quantique par Heisenberg, Schrödinger, De Broglie, Dirac, Pauli et quelques autres, de la découverte de la relativité, restreinte et générale, par Einstein, et surtout de la découverte par Mondrian, Malevich et Kandinsky de l'art abstrait, de la découverte par Schoenberg, Berg et Webern de la musique atonale, et de la découverte, disons par Mallarmé, Valéry, peut-être Apollinaire, d'un certain paroxysme de l'écriture. Il me semble ici que, conjointement avec d'autres formes de pratiques culturelles, l'art va évidemment contribuer, non pas par ce qu'il dit ou énonce, de façon littérale ou métaphorique, mais va indirectement mettre en place un environnement qui sera, ou pas, mais qui peut être favorable à l'émergence d'une création scientifique radicale, permettant en l'occurrence un changement de paradigme pour le meilleur. Peut-être d'ailleurs, le scientifique devrait-il effectivement remercier les muses. Vous savez que c'est ainsi que Hésiode ouvrait sa grande théogonie. Commençons, disait-il, par invoquer les muses de l'Hélicon. Les muses, qui habitant cette grande et céleste montagne dense d'un pas léger, autour de la noire fontaine et de l'autel du puissant fils de Cronos et, baignant leurs membres délicats dans les ondes du Permès, de l'Hippocrène et du divin Olmé, forment sur la plus haute cime héliconienne un cœur admirable et gracieux. Ainsi s'ouvrait ce livre-monde, et c'est peut-être ainsi, dans une certaine mesure naturellement, que devrait s'ouvrir tout traité de physique théorique digne de ce nom. Dans l'autre sens, il est tout à fait incontestable que la science sert l'art. Elle la sert à plusieurs niveaux. D'abord, bien sûr, au niveau de l'artiste lui-même, en lui fournissant un extraordinaire matériau d'inspiration. Cette physique quantique que j'évoquais à l'instant, qui présente un monde discontinu, un monde où existe la superposition, un monde régi en quelque sorte par l'aléatoire ou le stochastique, la relativité générale qui présente un espace qui se distord et qui se distend, qui permet les voyages dans le temps, comment l'artiste, le plasticien par exemple, pourrait-il, ou le musicien, ne pas s'en emparer? Il y a là de quoi créer un nouveau monde. L'art peut aussi aider la science de façon plus prosaïque, plus concrète. Je collabore en ce moment avec Ikeda, qui expose au Centre Pompidou. Toute son œuvre est fondée sur les arts numériques, donc les hautes technologies. Et l'art, je crois, peut aussi aider le spectateur, le récipiendaire de l'œuvre. Parce qu'en effet, la compréhension pointue des conditions de production, de conservation, de détérioration, de restauration est évidemment de nature à enrichir l'expérience artistique. On utilise aujourd'hui des observations aux rayons X, aux rayons ultraviolets, aux rayons gamma, on utilise des datations par le plomb 210, par la thermoluminescence. La technologie d'accès à une certaine, je n'oserais pas authenticité, mais en tous les cas originalité ou originalité de l'œuvre est évidemment biaisée, et c'est-à-dire rendue possible par la médiation scientifique. En contrepoint de cette convergence ou au moins connivence de pratiques, force est de constater qu'il y a aussi une sorte de collusion des discours sur ces pratiques.
Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que les discours deviennent eux-mêmes des pratiques. La philosophie des sciences devient une science, la philosophie de l'art peut devenir un art. Du côté de la philosophie des sciences, le XXe siècle a été très fructueux. On a vu Popper, Bachelard définir avec précision le matériau scientifique. On a vu Kuhn, Feyerabend, Lakatos infléchir cette définition. On a vu Bourdieu, Latour, Collins autoriser une sorte de tournant culturel de l'épistémologie qui ont, dirais-je, permis la pensée d'une hétéronomie de la science qui serait très intéressante à exporter dans le domaine de la compréhension de la production scientifique. Et à contrario, du côté de l'esthétique, donc de la pensée, de la philosophie de l'art, là encore, nous ne sommes plus à Baumgarten et au XVIIIe siècle. Il y a eu des transitions radicales au XXe, avec Lukács, avec Marcuse, avec Adorno, avec Benjamin, avec Gauss, avec toute l'école de Francfort d'ailleurs en général, avec Heidegger, avec le tournant analytique, avec Danto, avec Goodman, cette transfiguration du banal, jusqu'à l'enquête iconologique de Panofsky, et puis cette alternance entre le baroque et le classique qui a été posée par Wölfflin et dont je suis persuadé qu'elle serait très pertinente pour étudier les sciences qui généralement se perçoivent ou se projettent ou se fantasment de façon, me semble-t-il, un peu trop linéaire. Bon, tout cela est bel et bon. Il y a donc de quoi travailler ensemble, artistes et scientifiques doivent se parler, c'est une affaire entendue. Pour autant, et en ma qualité de trouble-fête attitré, j'aimerais quand même nous inviter à un certain contre-pied et à plaider pour un droit à la différence. Alors différence, évidemment, je l'écrirai comme Derrida, avec un A pour signifier le fait de différer, l'action de différer en train de se faire. Non pas la différence statique, mais la dynamique d'un écartement. Je l'écrirai avec un A, comme Derrida, pour marquer un écart par rapport à Descartes et son fantasme de transparence absolue, pour marquer un écart par rapport à Quine et son fantasme de traductibilité de l'idiome. Je l'écrirai avec un A pour signifier que même à l'oral, il faut l'écrire. Parce que vous savez, l'écrivain est toujours à distance infinie de son lecteur. Parce que tout livre est une bouteille à la mer, parce qu'on ne sait jamais si on sera lu ou, pire, si on sera bien lu. C'est la lettre perdue, c'est la lettre volée, dirait Edgar Allan Poe. Donc cette différence, ce n'est pas une disjonction, c'est peut-être plutôt l'invitation à une logique de l'amour. L'amour entre science et art. Vous savez, l'amour, ce n'est pas la passion. La passion, étymologiquement, c'est le contraire de l'action. L'amour, ce n'est pas se perdre dans l'autre, c'est se comprendre et se penser sans se renier à partir de l'autre. La peau des amants se frotte, se caresse, se pénètre parfois, mais elle reste individuée. Voilà ce qui me semble aujourd'hui fondamental. Que l'art et la science puissent demeurer d'être ce qu'ils sont, aussi mal définis soient ces objets, mais qu'ils s'autorisent à imaginer leur légitimité, leur beauté peut-être, du point de vue de la finalité de l'autre. Alors bien sûr, il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Le faire, c'est complexe, alors depuis Austin, vous savez, le théoricien des actes du langage, on sait que dire, c'est toujours déjà un peu faire. Mais enfin, en l'occurrence, il faut aller au-delà du prescriptif, du normatif, du descriptif. Je crois qu'il faut être dans une sorte de diffractif, c'est-à-dire d'essayer, de tenter, de prendre garde aux écueils. Vous voyez, les écueils, ça serait par exemple que la science serve à relégitimer l'art. C'est agaçant ça. On peut être parfaitement légitime, digne, sublime, sans être scientifique. L'autre écueil, ça serait en quelque sorte de déporter le centre vers la frontière, c'est-à-dire l'intersectionnalité art-science qui deviendrait un nouveau centre, et donc perdrait toute sa vertu subversive. Non, il faut tenter cette autre part, c'est-à-dire voyager en nomade de manière vicinale sur cet espace, sur ce paysage qui est extrêmement vaste, et ne pas perdre de vue que les deux nerfs de la guerre, ce sont évidemment la liberté. Qu'on fasse le pari de laisser libres les créateurs, même quand ils ne sont pas dans les axes à la mode, soutenus par les institutions, les ministères ou les universités. Et le deuxième pari, c'est l'enseignement. Tant que l'enseignement des arts ne sera pas élevé à l'école, au lycée, au niveau de dignité de celui des sciences, nous n'en sortirons pas. Et il faut le faire. L'art
est un lieu ou un non-lieu de créativité, d'expression et d'intelligence, parce qu'il fonctionne aussi cognitivement, naturellement. C'est un système symbolique, c'est une manière parmi d'autres de faire un monde, dirait Goodman, qui est extraordinairement fructueuse et qui, me semble-t-il, est un peu trop délaissée. Voilà. Une fois de plus, le chantier est immense, très vaste, je n'entends pas le résoudre, mais je pose ces quelques lignes d'ouverture ou de fuite, pour le dire comme Deleuze. Merci.